Imaginez un royaume sans murailles, des masques qui parlent et un roi qui défie les empires. Voici l'histoire vraie des Tékés. Salut à tous, moi c'est Amine et aujourd'hui je vais te raconter une histoire qu'on oublie trop souvent mais qui reste encore dans nos cœurs. Un peuple entre fleuve et savane, artisans, commerçants et gardiens de secrets. Pendant que le monde changeait, eux préservaient l'essentiel, leur esprit et leur mémoire. Le mot Téké ou Batéké, ça provient d'un verbe qui dit acheter ou échanger. Parce qu'avant tout, c'était des grands commerçants et que la plupart de leurs richesses provenaient du troc. Et pour ça, il y avait un allié de taille, le fleuve Congo. Ce fleuve, c'était notre grande route. Tout passait par là. La nourriture, le sel, les tissus. Et malheureusement, nos ancêtres ont été capturés pour la traite. Aujourd'hui encore, les descendants vivent entre le Congo-Brazzaville, la RDC et l'est du Gabon. Là où la savane rencontre le fleuve, là où les anciens plateaux gardent nos secrets. À cette époque, un seul homme concentrait tout le pouvoir. Il s'agissait du roi Makoko. Makoko, c'était pas un prénom, c'était un titre royal. À chaque génération, un nouveau roi le portait. Quand Pierre Savorgnan de Brazza, un explorateur français de l'époque, est arrivé au Congo, le Makoko en titre s'appelait Ilou Ier. Mais pour les Européens, c'était juste le Makoko. Mais faut savoir qu'avant le colon, le roi n'était pas seul. Il y avait des juges de village, des anciens, des palabres pour régler les disputes. On réglait tout à l'amiable, souvent autour d'un animal offert ou d'un pacte entre familles. Et surtout, la parole avait plus de poids qu'un papier. 1880. Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur français, obtient la signature d'un traité. Paix et protection en apparence, mais derrière l'encre, une porte ouverte à la colonisation du Congo. La porte était ouverte à la colonisation. C'était aussi la grande porte ouverte au trafic d'hommes, mais aussi au commerce triangulaire. Nos ancêtres étaient capturés, revendus, puis embarqués sur les bateaux. Et vous savez très bien comment ça a fini. C'était direction les Antilles, le Brésil, Cuba ou Haïti, jusqu'aux plantations des États-Unis. Des familles entières arrachées pour toujours. Quand le blanc est arrivé, tout le monde n'a pas résisté. Certains chefs, certaines familles ont joué la carte du rapprochement pour pouvoir obtenir des privilèges. Et oui, parfois c'était pour survivre, parfois pour trahir. Ça a divisé des villages, créé des jalousies, et au final, ça a rendu la domination encore plus facile pour eux. Derrière ça, il faut savoir que certaines tribus ont disparu. Aujourd'hui, il reste encore quelques villages reculés où les coutumes se pratiquent presque comme avant, mais ils sont rares et vivent entre le moderne et l'ancien temps. Et si vous avez bien suivi vos cours d'histoire, vous le savez peut-être, les colons ont imposé leur religion, le catholicisme. Les anciens rites se sont cachés ou se sont glissés dans la messe. Aujourd'hui encore, le catholicisme est la première religion du Congo. Malgré tout ça, tout n'a pas disparu. Certains ont gardé la mémoire, on appelle ça la résistance silencieuse. C'est ça qui nous a sauvés. Oui aussi, l'église a remplacé certaines prières. Mais dans les maisons, on murmurait encore l'histoire. Les femmes, surtout, ont joué un rôle énorme. Elles géraient des marchés entiers, protégeaient les secrets, enseignaient les proverbes aux enfants, pour ne pas oublier. La langue presque morte s'est planquée dans les contes du soir, les proverbes et les chants. C'est ça notre force. S'adapter pour rester debout. Et aujourd'hui, à Paris, comme à Londres ou Brazzaville, un jeune peut dire « Oui, je sais d'où je viens ». La mémoire se voit surtout dans l'art. Même sous surveillance, on a gardé notre façon unique de sculpter, de peindre et de décorer. Regardez leurs masques. Des cercles hypnotiques, des symboles pour guider les vivants. Chaque fête, chaque danse, c'est une langue qu'on ne peut pas traduire, mais qu'on peut ressentir. C'est un témoin silencieux de toute notre histoire. Mais il y avait aussi les marques, les scarifications, des sortes de balafres. Ces balafres sur le corps ou sur le visage, c'était pas pour faire peur, mais c'était pas non plus pour faire joli. C'était une seule chose, une signature, une identité, une façon de dire voilà ma famille, voilà mon clan. Un peu comme chez certains peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ces rites, ces marques, ces battements de tambour, tout ça a résisté. Et aujourd'hui encore, tu retrouves ces mythes remixés avec de l'afrobeat, du rap ou dans un simple proverbe. Derrière les tambours, une autre bataille continuait. Garder la langue, garder les rites, les mots, les proverbes, les histoires. Chez nous, la parole, c'était sacré. Un proverbe valait plus qu'un papier. Et tant qu'on était encore en vie, on pouvait encore parler. Aujourd'hui, on est partout. Dans les villages, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Paris, à Londres ou à Brazzaville. Quand le tambour bat, même pour plus de 5 minutes, tout le monde revient à ses origines. Tout le monde revient au Batéké. Maintenant, la jeunesse veut comprendre, apprendre et transmettre. C'est ça qui fait notre force et c'est ça qu'on n'oubliera pas. Le traité de 1880 a changé le destin d'un peuple. Des terres perdues, des familles dispersées, des histoires presque effacées. Mais pas tout, car tant qu'il restera une voix pour raconter, tant qu'un tambour résonnera quelque part, rien ne pourra tout effacer. Merci de vous souvenir, merci de m'avoir écouté. C'était Amine
et à bientôt sur Horizon Studio pour une nouvelle histoire.